qu'on va vous parler de Rapace, année 2, après la première année. Donc là, vous voyez, déjà par la liste des auteurs, la mayonnaise est en train de prendre, c'est-à-dire, comme vous allez le voir, les amateurs ont commencé à faire des acquisitions avec les filtres là dont on va vous parler, et on est engagé dans l'année 2. Et c'est l'objet d'un poster, donc qui est présenté par Vincent Robert ici. Donc, ça fait partie des projets qui ont été sélectionnés, comme pour les occultations, par l'Observatoire de Paris, qui a mis en place l'AIP, une action initiative pro-âme pour financer des projets pro-âme, et qui l'an dernier a financé les filtres dont on va vous parler, et cette année finance la réalisation de 2 spectros. Voilà, alors peut-être les alertes. William, tu commences par ça, la motivation de départ. L'idée, c'était de constituer un réseau donc professionnel pour un certain nombre d'alertes, et on a tout de suite pensé aux alertes Gaïa. On a entendu parler par juste avant. Il y en a pas beaucoup, des alertes astrophysiques, mais il y a aussi des alertes pour les objets du système solaire. C'est pour ça qu'on a créé une page particulière. Donc, c'est le projet Gaïa Fun SSO, le Follow Network. Et ce sont des alertes qui nécessitent de retrouver des objets du système solaire qui ne sont pas référencés par Gaïa, donc qui sont potentiellement nouveaux. Il y en a quelques-uns qui sont nouveaux, il y en a beaucoup qui sont des objets très mal connus, qui peuvent être perdus. Et ça nécessite de les retrouver depuis le sol, puisqu'il y a une difficulté à avoir une éphéméride très précise de ces objets-là. Gaïa n'observe que des passages dans son temps focal qui durent 40 secondes. Donc on a des arcs d'orbite qui sont très courts. Il y a 3 arcs d'orbite qui autorisent à définir non pas une position, mais une zone du ciel où on peut retrouver l'objet. Voilà. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc c'est ce genre d'informations qu'on diffuse sur la page qui est référencée au-dessus, la Gaïa Fun SSO avec ses ciseaux, et qui donc, nous donne des indications pour essayer de retrouver des objets qui sont malheureusement souvent de magnitude assez faible, de l'ordre de 20.8, 20.5, et de temps en temps, ça peut être plus brillant, de l'ordre de 18.5, 19. Il ne faut pas espérer avoir quelque chose de plus grand. Voilà. Et donc, dans le cadre de Rapace, on a pris en compte ces alertes-là, et sur une page particulière à rapace.imcse.fr, on donne des indications sur la façon de procéder, et on extrait aussi des informations plus spécifiques pour les objets brillants. Voilà, et puis après ça, il y a des alertes optiques qui sont issues directement, pas seulement de Gaïa, mais du ZTF, du Palomar, là, du Schmidt de Palomar. Il y a Assassin, Atlas, CRTS. Mais donc là, on a une localisation optique de la source. Donc elle est localisée avec une précision optique. Et puis ensuite, là, comme Fabien vient de nous l'expliquer, il y a toute l'astronomie multimessager qui donne lieu à des alertes, où là, on peut avoir des imprécisions très grandes. Le pire, c'est effectivement les ondes gravitationnelles, mais on peut aussi avoir des alertes neutrinos, des gamma-ray bursts, des fast radio bursts, où là, les imprécisions se chiffrent en dizaines de minutes d'arc à quelques degrés. Et donc, l'enjeu, c'est de retrouver effectivement la contrepartie optique de ces sources. Le meilleur exemple, bien sûr, et qui concerne Michel, c'est toutes les alertes liées à des novae, des supernovae, et en particulier, il faut se préparer à la supernovae de notre galaxie, qui sera seulement accessible aux télescopes amateurs. Les professionnels seront saturés. Donc, aussi, l'enjeu, c'est de préparer les amateurs. Voilà, donc tout est parti, il y a 3 ans, quand l'Observatoire de Paris propose cet appel à proposition. Et moi, depuis 1 an, je participais à des réunions, à des workshops Gaïa, et puis je me dis, mais bon sang, les filtres Gaïa là, qui sont utilisés, les bandes spectrales de Gaïa, où est-ce qu'on peut les acheter? Donc,
Voilà, tout est parti de là et on a préparé, je vais revenir sur ces filtres, et de ce fait, voilà, depuis un an qu'on a créé le réseau, ben, voilà, on voit les amateurs s'inscrire. Là, vous voyez aujourd'hui la localisation de télescopes qui vont de 200 à 800 mm, qui commencent à être équipés de filtres. Vous voyez la localisation. Et puis, malheureusement, voilà, la frustration grandit parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a plus de 40 astronomes qui se sont inscrits. Malheureusement, on n'a que 25 jeux de filtres qui sont tous distribués et on commence à récupérer des filtres par des amateurs qui ne sont pas prêts, en fait. Et encore aujourd'hui, j'ai transmis un jeu de filtres qui part au pic du Midi. Voilà, donc l'idée a été induite par Gaïa qui, d'une part, génère un superbe catalogue astrométrique, mais surtout photométrique. Et la grande problématique, c'est voilà, où est-ce qu'on achète les filtres qui correspondent à ces trois bandes de Gaïa, la bande G, comme Gaïa et non pas Green, comme GBP, comme on ne peut pas dire que ça soit du bleu, vous voyez, c'est quelque chose qui va de 400 nanomètres à 700 nanomètres, et GRP qui est plutôt voilà, un I très élargi. Et l'intérêt de la bande G, vous voyez, elle correspond simplement à la sensibilité native du silicium en dehors de l'atmosphère. Voilà, et en fait, ces filtres n'existaient pas. C'est généré dans Gaïa, on le verra demain, par des petits prismes qui dispersent la lumière sur des jeux de CCD. Et grâce à l'Observatoire de Paris, donc à la fin de l'an dernier, on a réalisé, vous voyez, ces trois filtres qui vont viser à mimer les bandes spectrales de Gaïa. Donc, un filtre qui est en fait un anti-reflet pleine bande, un filtre qui est, vous voyez, vu de face, quasiment transparent, de profil, il est cyan plutôt, et quand vous le voyez en réflexion, il est rouge. Voilà. Et là, en transmission, vous voyez le filtre I, en fait, il est un peu rouge, mais il est surtout infrarouge, et quand vous le voyez en réflexion, il est bleu. Voilà, donc voilà exactement les trois bandes spectrales qui ont été réalisées par MCM après une phase de spécification. On a défini ces filtres. Voilà la réalité des bandes spectrales réalisées par le filtre donc pour la bande G, pour la bande GBP, alors qui est un peu rabotée parce qu'on ne va pas dans le proche ultraviolet comme le filtre le filtre GBP de Gaïa, et qui s'arrête un peu avant, vous voyez, 635, 638 nanomètres. Et puis là, ça a été le choix de Michel, de dire on ne va pas faire comme Gaïa, parce que vous voyez, Gaïa a ceci de particulier, c'est que la H alpha, elle tombe pile au milieu de la juxtaposition, la superposition des deux filtres. Et Michel a dit non, il faut vraiment trancher, ne pas faire ce que fait Gaïa et mettre clairement l'arrêt H alpha du côté du filtre qu'on appelle le C, celui qui va mimer le GRP. Et donc, vous voyez, ces filtres ont à peu près 85% de transmission, et pour celui-là, 90% de transmission, et définissent des bandes. On reviendra demain sur ces bandes spectrales, mais cherchent à raboter les effets de l'atmosphère et à raboter la dispersion des réponses des CCD et des capteurs CMOS qui peuvent être très dispersants dans l'infrarouge. Voilà, alors on a fait un workshop à la fin de l'an dernier, on a distribué les filtres et on a dit à tous les observateurs, eh bien, on va se calibrer entre nous sur les trois champs de référence, Selected Area 51, 57, 68, qui avait été diffusé dans un vieux Sky télescope en 1984 et qui donnait, vous voyez, jusqu'à la magnitude 20,3, donc la magnitude V de toutes les étoiles. Mais bien sûr, grâce au catalogue Gaïa, on a toutes ces étoiles, bien sûr, dans les trois bandes de Gaïa. Voilà, donc ces trois champs, on en a toujours un par nuit. Ils sont assez faciles à observer dans l'hémisphère nord, en gros à 30 degrés de déclinaison, et puis distribués. Il y en a toujours un qui passe au méridien la nuit. Voilà, et voilà des exemples. Alors, voilà un exemple de champ Gaïa là,
on reconnaît là, par exemple, ce champ-là, vous voyez, il y a un petit W. Et donc là, vous voyez, voilà, on retrouve ce champ-là. Et grâce à Prism et à ce qu'a fait Marc Serrault, il a fait une extraction du catalogue Gaia qui s'appelle Grappa et qui est accessible par Prism. On peut faire voilà, l'extraction photométrique de toutes les étoiles. Et là, vous voyez comment, avec mon télescope, j'atteins, voilà, en 60 secondes de pause, à peu près, je dépasse la magnitude 20 dans la bande G. Je fais peut-être un peu mieux dans la bande de GBP, parce qu'en fait, on rabote le flux de fond de ciel dans la bande I, et puis dans la bande I, par contre, bon, on va un peu moins haut, voilà, peut-être un peu en dessous de la magnitude 20. Mais par contre, on sait que par les nuits avec lune, où on aura beaucoup de ciel dans le bleu, bien la magnitude limite sera moins perturbée dans la bande R. Voilà un autre exemple, Lisa Maris avec un C11, voilà, elle a fait ces trois champs. C'est ce même champ avec les trois filtres. Et voilà ce qu'elle obtient. Donc, vous voyez, avec un 280 avec des pauses de 600 secondes, elle atteint, voilà, pas loin de la magnitude 20 en G, magnitude 19 et demi en GBP et 18,5 en GRP. Mais voilà, surtout, donc les premiers diagrammes que l'on sort grâce à un petit utilitaire réalisé par Marc Serrault à partir de Prism, on fait la correspondance, vous voyez, entre les magnitudes que l'on mesure et les magnitudes du catalogue Gaia, et ça marche très bien. Donc, on a une pente très proche de 1, donc ça, c'est signe qu'effectivement, on reproduit bien le spectre la bande spectrale de Gaia. On voit une dispersion qui s'élargit bien sûr dans les hautes magnitudes. On comprend que le rapport signal sur bruit voilà, se dégrade. On voit également voilà, quelques étoiles bizarres. Là, et en fait, on doit détecter voilà, des étoiles qui sont soit un peu plus brillantes ou soit un peu moins brillantes que celles qui sont dans le catalogue. Et donc, on détecte des variables. Et la même chose donc, avec le catalogue, le rapprochement avec le catalogue GBP et le filtre que l'on a réalisé dans cette bande bleue visible, et puis dans la bande rouge et infrarouge. Donc voilà, les premières nouvelles, c'est ça marche vraiment très bien. Et là, Marc a fait une superposition là de 7 observateurs qui sont déjà voilà, enregistrés, qui ont fait les champs. Donc, on arrive à trouver voilà, une très bonne cohérence entre toutes nos observations. Et je pense qu'on va même... Donc là, on voit la dispersion quand on réduit la pente, hein, et dans la bande G, dans la bande GBP, ici dans la bande GRP. Et je pense qu'on va mettre en place là une équation de correction pour prendre en compte l'indice de couleur sur les étoiles et pour détecter le biais que ça induit dans nos mesures et corriger ce biais. Voilà, donc aujourd'hui, vous voyez dans tous les observateurs, je reviens en arrière, voilà, qui sont équipés de filtres, vous voyez en vert tous ceux qui commencent à sortir des données depuis cet hiver, ceux qui sont opérationnels de manière intermittente ou qui peuvent avoir des problèmes techniques, et puis ceux qui ne sont pas encore complètement opérationnels. Et certains d'ailleurs nous disent « je ne peux pas être prêt avant la fin de l'année », et donc ils nous retransmettent les filtres pour équiper voilà, des inscrits là, qui viennent de rejoindre le réseau Rapace. Voilà, donc voilà les premiers résultats. Et je vais vous montrer un résultat là sur Messier 101. Et l'autre action qu'on a démarrée cette année, c'était le deuxième volet, sur la pression de Michel, qui nous dit, mais moi, voilà, la photométrie, super, mais je veux des spectres. Et effectivement, donc c'est le deuxième volet de Rapace, c'est on va faire des courbes de magnitude donc, dans le système photométrique de Gaia, avec le catalogue de Gaia, mais au-delà, donc exactement également un peu comme Gaia, on va sortir des petits spectres. Alors l'enjeu, c'est de monter pareil à magnitude 18, 19, 20, et aujourd'hui, on n'a pas vraiment de spectro adapté pour monter sur ces magnitudes.
Et donc, voilà, on a engagé. Donc, l'enjeu, c'est pas de faire de la haute résolution. Vous voyez, les besoins, c'est voilà, mesurer la température de la source. Est-ce que la source donne des raies d'émission? Est-ce qu'elle présente des raies d'absorption? Ou est-ce qu'on voit une discontinuité de Balmer ou de Lyman alpha décalée pour les forts Z? Et tout ça pour effectivement chercher à confirmer dans les alertes Gaïa, rejeter des fausses alarmes et confirmer des alertes qui valent le coup après ça d'être scrutées. Voilà, et donc c'est ce que l'on fait là depuis le début de l'année. On a reçu un nouveau financement. L'an dernier, le financement avait permis de fabriquer 25 jeux de filtres. Et là, cette année, le financement va nous permettre de financer 2 spectros très basse résolution, mais très haute luminosité, un ALPI 200 et un Starex Low Resolution. Donc, on fait ça avec Christian Buil et avec Cheliac. Voilà la définition de l'ALPI 200. On va avoir un petit réseau de 200 traits par millimètre et non pas de 600 traits par millimètre qui va nous donner un petit spectre avec une faible dispersion et associé à 2 fentes. Une fente fine pour tenter de faire un peu de résolution et une fente large pour des objets éventuellement étendus et sortir les spectres et atteindre des magnitudes de limite aussi élevées que possible. Et c'est l'objet de cette année et de la fin d'année, valider la définition de cet LP 200. Voilà, donc Christian a commencé à faire des spectres, alors avec les anciens spectros, et là c'est avec le Starex, et donc valide le fait effectivement qu'on peut sortir des magnitudes limites aujourd'hui de 15-16, et on espère qu'avec ces nouveaux spectros, on atteindra des magnitudes de limites plus élevées. Voilà, et puis pour terminer, donc on commence à générer des alertes sur des objets du système solaire et des alertes sur des supernovae. Et là, il y en a une qui est tombée voilà, le 19 mai, donc dans Messier 101. C'est vraiment un objet voilà, très facile à observer, qui a été détecté à 14,5 par un Japonais là, qui l'a détecté. Et vous voyez, les premières observations ont permis de mettre en évidence la montée en magnitude, en éclat de l'objet. Et le réseau RAPACE a commencé à répondre. Et là, vous voyez les courbes de lumière avec le filtre G au milieu, le filtre GRP et GBP. Et ici, vous voyez un début de diagramme HR où on voit la magnitude donc apparente en G de l'objet. Et ici, l'indice GBP moins GRP. Donc, on voit clairement l'objet là qui est en train de virer dans le rouge, de changer de température. Et puis, parallèlement, donc Christian Buil et puis le TJMS, avec leurs petits spectros qu'ils ont actuellement, ont commencé à sortir, vous voyez, des courbes, des spectres de cet objet. Et on voit un objet voilà, très chaud et qui, en fait, est en train de refroidir. Et demain, on verra voilà, l'évolution de ce spectre qui est voilà, très, très intéressant, mais qui nous donne voilà, le besoin en termes de magnitude limite pour ces objets. Voilà, oui. Je termine, c'est terminé. Voilà la conclusion. Donc, voilà, on a le volet photométrie qui est lancé. Donc, voilà, on a déjà voilà, tout le réseau qui commence à se mobiliser, à faire des mesures. Donc, peut-être des mesures voilà, sur des objets du système solaire, comme l'a montré William. Des objets, des contreparties optiques là, sur des alertes d'astrocolibri. On est vraiment voilà, prêt à faire ça. Donc l'enjeu cette année, c'est de réaliser ces 2 protos de spectro haute luminosité, faible résolution et de regarder la limite de sensibilité que l'on peut atteindre pour faire de ce qu'on appelle de la SED, de la distribution d'énergie spectrale de la source pour classer l'objet. Voilà. Et puis en 2024, 3e volet de l'AIP. Donc on ne sait pas encore, on va en parler demain et on fera un workshop voilà, du 25 au 26 novembre 2023
pour faire le bilan de tous les travaux, mais également préparer 2024. Est-ce qu'on fait un nouveau lot de filtres? Et c'est clair que voilà, cette année, on a fait 25 filtres, mais je peux vous dire qu'à peu près pour le même prix, sous la cloche, on pouvait mettre 100 lames, donc pourquoi pas, on fait 100 filtres. Il faut arriver à trouver le financement pour ces 100 filtres et on les distribue. Et puis, si les spectros marchent, eh bien, on lance la fabrication de plusieurs spectros qu'on distribue sur des télescopes amateurs pour faire ces vérifications sur ces alertes. Quelle est la nature spectrale de l'objet? Voilà, et puis on peut préparer, organiser le pipeline là, sur les mesures. Merci de votre attention.